Fatma, mesdames, messieurs, je vous avais annoncé tout à l'heure la présence parmi nous de l'éminent professeur Djilali Hadjious, qui est une référence mondiale dans le domaine de l'archéologie, présent en ce moment à l'occasion de deux conférences, très importantes conférences. C'est une première mondiale. Le Musée national du Bardo abritera l'une d'elles, et puis l'université Alger 2 également, dans l'amphithéâtre Moufdi Zakaria aura lieu la seconde conférence liée à cette personnalité marquante dans le domaine de l'archéologie. Donc, avant de les avoir sur le plateau, je vous propose ce reportage, un reportage qui est signé Feriel Hamdi, qui s'est déplacé justement à l'Institut national d'archéologie cette semaine. Elle était à Bouzerrea à l'occasion d'une très belle conférence dont elle nous parle ce matin. Ils sont là, ils ont fouillé avec moi, ils étaient aussi subjugués. Les nouvelles recherches en matière d'archéologie réalisées en Algérie ont mis en évidence un grand nombre de sites dans les différentes régions du pays. Et pour plus de détails, une conférence a été organisée à l'Institut d'archéologie à Bouzerrea, en compagnie de deux chercheurs. Djilali Hadjious, qui est un archéologue spécialisé en paléanthropologie, paléopathologie et paléontologie. Diplômé des universités de Paris, il mène des recherches dans ses principaux domaines d'études depuis une quarantaine d'années. Il y a l'industrie osseuse, tout ça. Mais pourquoi tout ça? Pareil, c'est une extrémité distale d'une phalange. Et on va faire des comparaisons avec plusieurs pays. Ma première rencontre avec l'archéologie date de 1977. 1977, moi et des collègues comme le professeur Mohamed Sanouni, nous nous sommes inscrits à la fac centrale, à l'époque c'était la fac centrale à Alger, parce qu'il y avait une nouvelle discipline qui s'est créée pour la première fois au niveau universitaire. On en parlait déjà dans les centres de recherche, mais au niveau universitaire, c'était la première promotion algérienne de 77 à 81. Donc, j'étais licencié en 81, et donc j'avais une bourse pour faire un doctorat. Donc, généralement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent au niveau de la licence. Ils disent, bon, j'ai pas envie de... Mais bon, moi, j'étais animé par la passion de la recherche archéologique, notamment préhistorique. Il fait partie aussi des 3 chercheurs qui ont découvert les premiers ossements remontant à plus de 15 000 ans avant notre ère, découverts dans le site attérien des Phacochères à la cité Malki, ex-Allobroge, en 1983. Il nous en parle. En 83-84, je suis parti sur les lieux de la cité Malki et j'ai demandé, il y avait une école maternelle, j'ai demandé au directeur de faire un sondage. J'ai fait un sondage en 1983 pour essayer de retrouver la suite de la faune. J'ai retrouvé la suite de la faune et l'expérience a été réussie, elle était encourageante et enrichissante parce que ça m'a permis de retrouver 8, je pense que c'est 8 espèces, même moi j'ai oublié. Je pense que c'est 8 espèces nouvelles qui sont entre 35 000 et 30 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est ce qu'on appelle le paléolithique moyen, ou bien c'est les périodes attériennes. L'attérien, c'est une culture du paléolithique moyen. Entre 100 000 ans et 20 000 ans pour le paléolithique supérieur. Et donc là, j'ai retrouvé pas mal d'espèces, dans une qui s'appelle Equus algericus, c'est le cheval. Equus melkiensis, c'est un âne, dont l'appellation a été faite sur un soldat... non, c'était un facteur abattu par l'OS en 1961. Et on lui a fait l'hommage on l'a appelé la rue et la cité Melki. Pour en faire un objet préhistorique.
Mais la conférence a été enrichie aussi par la présence du professeur-chercheur Idir Amara, docteur en préhistoire, passionné par l'Atlas saharien et le Sahara central et les peuples qui l'ont sillonné, et occupé de part et d'autre. De la couche archéologique. J'ai découvert l'archéologie depuis une trentaine d'années, où j'ai commencé à faire du terrain, où j'ai découvert beaucoup de sites connus. On commence toujours par ce qui est connu, pour vouloir aller chercher des sites peu connus ou pas connus du tout. On a découvert des sites inédits, certains qui sont très très importants. On a repris les fouilles avec les équipes qui font de la préhistoire, qui font de l'archéologie tout court, au fait. Et puis la découverte aussi de grottes inédites dans le Grand Sahara et dans l'Atlas saharien, auxquels on consacre beaucoup de temps. Ces projets que nous allons présenter tout à l'heure vont enrichir l'archéologie algérienne, l'archéologie nationale. Et on va mieux comprendre quelles étaient d'abord les conditions environnementales dans lesquelles l'homme évoluait par rapport à son écologie, par rapport à son climat, etc. Toutes ces questions environnementales qui s'inscrivent dans une approche pluridisciplinaire. C'est la paléoclimatologie, l'archéobotanique, la paléontologie animale, l'archéozoologie. Le métacarpe et le métatarse d'un bovidé ou d'un oviné, ils sont soudés. Et quand ils arrivent Une journée de rencontres et d'animation pour expérimenter l'archéologie à la découverte des trésors de notre patrimoine. C'est différent de la grotte de... Voilà, Feriel a employé justement le terme de trésor et j'estime qu'il fait partie de ces trésors de l'université algérienne. Il s'agit du professeur Hadjious Djilali qui est parmi nous ce matin. On est ravis de l'avoir. Donc après le reportage, il est en chair et en os, je dirais, pour reprendre justement, pour se rapprocher un petit peu de votre domaine de spécialité, la connaissance de l'os en général. Alors, merci pour cette question parce que justement elle est un peu complexe et il faut la définir. Dans l'os qui concerne toutes les spécialités du quaternaire de la préhistoire, pardon, il y a l'os animal, l'os humain et l'état sanitaire des populations humaines, quelles sont les maladies qui ont été exposées à l'organisme fossile. Donc moi, au départ, je suis paléontologue des vertébrés, c'est-à-dire l'histoire des animaux fossiles. Je suis par la suite paléoanthropologue, l'histoire des hominidés, c'est-à-dire l'homme fossile et sa compréhension anatomique. Et je suis par ailleurs paléopathologiste dentaire et osseux, c'est-à-dire les maladies qui ont touché l'homme et d'une façon générale l'état sanitaire de ces populations. Oui, ça définit un petit peu les époques, quelque part. Ça définit les époques parce que nous sommes dans un complexe évolutif, anatomique, adaptatif, environnemental et postural. C'est-à-dire que dès qu'on est en présence de squelettes ou de restes, même fragmentaires, de squelettes d'animaux ou humains, on va essayer de reconstituer son environnement à partir de ce qu'on appelle les surfaces articulaires d'adaptation au sol. C'est comme ça qu'on va savoir qu'un animal, il est adapté à un sol neigeux, sableux, rocheux, plat, uniquement par la forme articulaire de ses sabots. Ce sont c'est incroyable, je le disais en début d'émission, allez-y. Des animaux ongulés, c'est-à-dire ongulés, ceux qui ont des sabots. On va savoir comment ils vont s'adapter. Et cette adaptation va donner naissance à une morphologie générale de l'ensemble du squelette. Alors si on a la chance de tomber sur un squelette complet, on va reconstituer toute son histoire évolutive, adaptative et posturale. Et moi, ce qui m'intéresse depuis une trentaine d'années, c'est la posture comparée entre les différentes espèces d'hominidés qui ont précédé l'homme moderne que nous sommes. Donc, je fais une... Voilà, c'est d'ailleurs le titre de la conférence dont parlait notre collègue il y a un instant, posture comparée entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, nouvelle lecture biomécanique. Voilà, c'est-à-dire pour dire ce titre-là, il a fallu que je me forme pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire, moi j'avais une première thèse dans les années 80,
je suis parti à l'étranger, je me suis reformé avec de nouvelles thèses, je me suis formé en orthopédie dentofaciale, en orthodontie, en imagerie téléradiographique, parce que tout ça est fait sur de l'imagerie médicale, et on essaye, je suis arrivé, vous avez dit dans votre préambule, une nouveauté, c'est une nouveauté internationale, parce que je commence à la présenter un peu partout dans le monde, pour la première fois en Algérie, mais elle est récente, hein, c'est pas vieux. Et ça concerne, par exemple, on a une colonne vertébrale humaine, imaginez les accessoires de la voiture. C'est la colonne vertébrale. Une colonne vertébrale, elle a 3 courbures. Une première courbure au niveau du rachis cervical qui est le cou, une deuxième courbure qui est la région dorsale, les vertèbres thoraciques, et une troisième courbure lombaire, qui est une région lombaire. On peut rajouter une quatrième au niveau sacré. Ces 3 courbures ou 4 courbures, au cours du temps, au cours de entre 1 million d'années jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas le même schéma postural. Par exemple, le cou, qui présente ce qu'on appelle une lordose cervicale, avec une courbure antérieure, une convexité vers l'intérieur, vers l'avant plutôt, eh ben, elle n'a pas été toujours de ce schéma. Voilà. Donc, je démontre que le cou et la zone lombaire n'ont pas été, selon le schéma actuel, soit en médecine, soit en orthopédie, soit en paléontologie. Donc j'apporte les arguments pour montrer au fil du temps comment les postures... L'évolution de l'humain. Voilà. Merci infiniment, professeur Hadjious. Donc on est, voilà, je confirme en tout cas ce que vous m'avez dit, professeur Edir Amara, bienvenue dans l'émission. Donc on vous a vu dans le reportage, vous avez eu aussi votre part d'intervention dans cette rencontre animée au niveau de l'université Alger 2 et qui est à l'origine votre initiative. Oui. Ça fait longtemps que je suis déjà venu à votre émission et j'ai toujours parlé de mon professeur, c'était mon professeur déjà, qui m'a enseigné dans les années 80 et c'est devenu un ami et puis on essaie de développer des projets ensemble. J'ai toujours cité son nom mais jamais le voir ici en Algérie. Donc on vous remercie pour ça. Donc pour l'occasion est venue autour d'un projet beaucoup plus large qui concerne le Sahara central et on a appelé ce projet le Sahara et ses marges. Et c'est de là que sont nées les 2 grottes que nous fouillons. Une se trouve au sud, dans le Sahara central, la Tassili Tanahagar, et l'autre se trouve au nord du Sahara, c'est Khangalra, dont l'étudiante qui nous accompagne, Saïda Kasri, fouille pour faire son doctorat. C'est pour vous dire que par cette, la transmission du savoir à la les nouvelle 2 marches, génération. ce sont le nord et le sud. Voilà, c'est pour donner les limites physiques à ce Sahara et autour de ce grand espace qui est aujourd'hui aride, toute une histoire de l'humanité s'est déroulée depuis des milliers d'années. Et même, je pourrais dire, de millions d'années, parce qu'on a des artefacts qui remontent à des périodes très, très anciennes. Oui, et vous êtes aussi préhistorien. Donc je suis préhistorien. Vous étudiez ces périodes très anciennes. Je travaille sur cette période. Moi, je travaille sur l'héritage culturel. Le professeur Djilali Hadjious travaille sur l'héritage biologique. Mais on se complète. Parce que, comme nous travaillons tous les deux sur l'homme, et nous essayons de comprendre comment cet homme a évolué en Afrique du Nord, et quel était et quel est son héritage passé et même actuel. Parce que la préhistoire, en fait, c'est vrai, c'est la préhistoire, mais elle n'est pas finie. On est toujours dans ce passé qui se conjugue au présent et qui va nous donner le futur. Et c'est ça l'objectif de des conférences que le professeur Djilali est invité à animer. La première, ce sera demain, au musée Bardot à partir de 10h du matin. Et la deuxième, ce sera à l'université d'Alger 2, à l'amphi Moufdi Zakaria, pour parler exactement de ces sujets qui sont innovants, parce qu'on n'en a presque pas parlé. On connaissait déjà ces problématiques, etc. Mais le seul à avoir développé une méthode de compréhension de ce phénomène, c'est le professeur Djilali Hadjious présent ici, après 30 ans de travail. 40 ans. Même plus. Non, mais, le modèle, c'est depuis 30 ans.
C'est depuis 30 ans, mais je fais de la recherche depuis Mais plus vous de faites 40 de la ans. recherche, en fait. Donc elle avait consacré 10 ans pour la tête, 10 ans pour la colonne vertébrale et 10 ans pour les genoux. Pour les Donc membres. voilà, tout Inférieurs. le squelette humain. À force de dire des choses, il parle à ma place. Non, vous vous complétez sur Bien ce sûr. plateau parce que bon, lui vous a convié à prendre part à ce projet global. Donc, et au niveau du Bardo, donc le Musée national du Bardo, il y aura donc un autre intitulé à cette intervention. Donc, Non, voilà. finalement, non. Non, finalement, vous conservez Oui, le même. parce que l'autre intitulé, en fait, c'est un projet que vient d'expliquer le professeur Idel Amara. C'est son projet et c'est mon intervention dans son projet. Donc, elle n'est pas, bien qu'elle soit inédite aussi, parce que ce sont des sujets inédits, j'ai préféré, et sous la conduite de Zohair Halishan, le directeur du musée, je lui ai dit s'il le permet Oui. de présenter les deux innovations dans les deux institutions. Excellent. Et voilà, il Excellent. préfère lui aussi. Et il y a tellement de détails à révéler, il y a tellement comment dire, de données tellement importantes pour les étudiants et les experts qui vont vous suivre, Tout à fait. qu'il était peut-être nécessaire effectivement de consacrer plus de temps. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un modèle que j'ai mis en place et qui est enseigné, même il y a des thèses qui sont dessus. Et donc, je voulais le présenter pour la première fois, en tout cas en Afrique du Nord, dans ces deux institutions. Voilà. Vous êtes directeur de recherche jusqu'à et professeur associé aux universités. Le projet le plus insolite auquel on vous a convié, professeur Hadji, Oh, il y a eu plusieurs. celui qui vous a vraiment motivé au point où vous vous êtes dit voilà. Le premier déclic, c'est voilà, il y a une trentaine d'années, je me suis mis dans la peau d'un milieu que j'ai côtoyé. C'est le milieu des orthodontistes. Donc, les orthodontistes m'ont appris à faire une lecture anatomique crânio-faciale et crânio-facio-occlusale. C'est-à-dire, quand on va avoir, au cours de la croissance, le bébé va avoir sa formation, des formations dures du crâne, toutes les parties squelettiques du crâne vont se mouvoir comme de la tectonique des plaques. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'enveloppe cérébrale, mais il y a plus de 80% de liquide céphalorachidien. Donc le crâne qui se forme est en mouvement. Et si lors de la rencontre de ces différentes pièces, c'est-à-dire le frontal, le pariétal, l'occipital, a une petite anomalie lors de son intersection, il va y avoir des anomalies en cascade qui vont intervenir au niveau de l'occlusion. L'occlusion, c'est une mécanique articulaire entre la mâchoire supérieure et la mandibule. C'est pour ça que les orthodontistes ont de l'avenir dans ce métier. Ce sont des correcteurs de l'anatomie maxillofaciale. Donc, c'est ça qui m'a intéressé au début. Donc, j'avais des centaines et des centaines de crânes et je les ai étudiés dans une optique médicale et orthodontique, à tel point que je fais partie de l'Académie des sciences des orthodontistes pour expliquer les phénomènes qui ne sont pas nouveaux. Parce que les orthodontistes, au départ, ils croyaient que la malocclusion, c'est-à-dire le déséquilibre architectural maxillofacial, était nouveau, était récent, contemporain, depuis au moins un siècle ou deux. Je leur ai dit non. Ce déséquilibre architectural qui concerne même la posture depuis la verticalité de l'homme est intervenu depuis la station debout, c'est-à-dire depuis 4, 5, 6 millions d'années. Pourquoi ? Parce que les animaux quadrupèdes ne sont pas asymétriques, ils sont équilibrés. Ils ont un train avant, un train arrière, une croupe, un garrot, un centre de gravité qui est au milieu du centre. La colonne vertébrale, c'est comme un pont suspendu entre deux colonnes, entre deux piliers, et puis la tête, elle est en porte-à-faux. Il y a une image qui revient toujours en archéologie, dans l'évolution. Quand on parle, les évolutionnistes évoquent toujours comment dire, on rapetisse hein, depuis les ères anciennes jusqu'à aujourd'hui. L'être humain est en train de rapetisser. Ça, vous confirmez non, ou pas? Non, pas tout à fait. Non. Parce qu'on s'adapte à un environnement. Toutes les populations ou les peuplements qui sont dans les latitudes nord sont plus grands que celles qui vivent dans les latitudes méridionales. Ça, c'est une loi, la loi d'Allen, elle s'appelle. L'environnement. Voilà, et c'est l'environnement qui va intervenir au niveau de la
de la stature. Là, c'est plus la posture, c'est la stature. Très bien. Voilà. Professeur Amir Amara, donc vous avez aussi choisi l'université Alger 2 pour accueillir aussi ce cycle de conférences. Donc mercredi, on assistera aussi à une rencontre tout aussi intéressante. Et donc voilà, est-ce qu'on peut parler du contenu de cette rencontre en particulier? La rencontre, au fait, au départ, pour bien expliquer la chose, c'était pour parler de notre projet qui concerne notre projet de recherche commun sur le Sahara. Et c'est de là qu'est venue l'idée de proposer cette conférence sur justement cette comparaison entre Néandertal et l'homme moderne, et puis la posture, etc. Et on a dit pourquoi pas la faire au niveau de l'Institut d'archéologie. Et c'est dans ces conditions réunies, grâce au président de l'université et grâce au directeur de l'Institut d'archéologie, qui nous ont facilité les préparations de cette conférence dans de bonnes conditions. Nous, on invite tout le monde, parce que ce n'est pas seulement que pour les étudiants, ce sera aussi ouvert pour des gens qui sont curieux, qui sont passionnés de l'archéologie, pour venir écouter une autre façon de faire de la recherche. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette archéologie ancienne qui est descriptive. Aujourd'hui, l'archéologie est devenue une science complexe parce que, comme vient de l'expliquer le professeur Hadjouis, on fait appel à des sciences connexes pour mieux comprendre comment l'homme a pu réussir à s'adapter depuis des milliers d'années et même des millions d'années pour arriver au résultat final, celui d'aujourd'hui, ce que nous sommes. Nous sommes le chaînon, pas final, qui continue cette courbe d'évolution dans laquelle nous sommes dedans et on continue. C'est vrai qu'il y a des populations qui répétissent, il y a des populations qui grandissent, etc. Ça, c'est question de contexte, question d'environnement. L'homme doit s'adapter, doit trouver des réponses à toute situation environnementale qui change, qu'elle soit physique, par son métabolisme, etc., qui s'adapte, ou par sa culture, et il trouve des solutions aux problèmes qui surviennent. Pendant que le professeur Hadjous parlait tout à l'heure, j'ai vu une image est apparue aussi moi, c'était Hamlet tenant le crâne voilà, et méditant sur justement le devenir de l'homme. Voilà, to be or not to be. Est-ce qu'il vous arrive quand vous êtes sur le terrain d'y penser? Moi je parle toujours des crânes. D'accord. Mes crânes me parlent. Oui. Parce qu'il y a des crânes d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont vécu, donc qui ont eu une âme. Donc je m'imagine en train de parler avec eux, ils me donnent les réponses que j'ai envie de trouver dans mes analyses. Voilà. Mais ce que disait justement le professeur Idel Amara, pour les deux conférences qui vont arriver, il faut remercier surtout les directeurs de ces deux institutions qui nous invitent, c'est-à-dire le docteur Zoher Halishan, directeur du musée, et puis le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université d'Alger 2, c'est-à-dire Meftah. Et le président de l'université. Voilà, qui est le président de l'université, voilà, parce que bon, ils nous ont fait cette faveur de nous inviter, c'est déjà bien. C'est loin d'être une faveur, c'est vraiment... Nous, on est des passionnés. Voilà. Vous êtes des passionnés. On est des passionnés, on essaie de partager notre passion à nos étudiants d'abord, et puis avec ceux qui nous entourent. Que ces étudiants et ces chercheurs en histoire et en préhistoire, ou ces archéologues auront le privilège justement d'aller à votre rencontre, de découvrir tous ces sites que vous avez investis par la fouille, et vous continuez de le faire avec vos équipes de recherche. Est-ce que il y a des révélations nouvelles? Est-ce qu'il y a encore matière à découvrir par rapport à cet ancien homme de Néandertal? Le Néandertal n'a jamais existé en Afrique du Nord, mais l'homme moderne ou l'homo sapiens, et l'étudiante qui est là présente avec nous, Saïda Kasri, et le professeur Djilali Hadjouis, hier ils ont commencé à faire de la diagnose de la grotte Emenourvonou au Khengelrad, dans les Boussemroun, à côté de Bayard, la ville de Bayard. On a découvert que dans cette grotte, trouver de l'os animal, c'est normal. Trouver des chevilles osseuses, etc. On essaie de les déterminer. C'est une vache, c'est une gazelle, etc. Ou un ovin, un caprin, etc. Ça, c'est l'observation la plus banale quand on est en contact avec l'os. Mais trouver des choses qui sont anodines, du poisson.
des vertèbres de poissons, des coquillages. On est dans un environnement saharien et là, ça pose une question. D'où sont venus ces poissons? Donc, on essaie. Il vous demande après la gazelle Mzrenna, notre rédacteur. Voilà l'inventeur de la gazelle Mzrenna. C'est moi l'inventeur. C'est lui qui est l'inventeur de la gazelle La gazelle Mzrenna, c'est moi. Très bien. Donc, à la suite des découvertes des équidés, il y a eu 6 ou 7 autres nouvelles espèces, dans les bovidés, dans même Ain Hanch, il y a une nouvelle espèce, dans d'autres sites, il y a des gazelles, donc Gazella Mzrenna, Gazella, moi-même j'ai oublié le nom, Oui. et puis des buffles, des aurochs, donc il y a 7 ou 8 nouvelles espèces que j'ai décrites dans un atlas des mammifères d'Algérie qui est édité au centre, au CNRPH, je veux dire, et qui est disponible, je pense. Et qui est disponible. Mais en parlant des choses incroyables qu'on peut découvrir dans nos sites que nous fouillons, par exemple la grotte du Sahara central, qui est une véritable grotte formidable, une véritable cathédrale. On a découvert des moules, on a découvert beaucoup de coquillages. D'accord. On est dans le Sahara central. Et on a découvert Un univers marin. On a découvert des espèces végétales, des taxons différents qui n'existent pas actuellement. On a découvert des traces de noisetiers, de mycocouliers, des légumineuses, beaucoup de légumineuses. Et pour la première fois, on a découvert de la vannerie dans cette grotte. Donc si on peut parler de l'alimentaire, on a affaire, la première observation rapide, on a affaire à une communauté néolithique, si on veut la dater, qui avait un régime alimentaire le plus équilibré et complet. Excellent. C'est extraordinaire. Excellent, c'est bon à savoir. Les nutritionnistes qui nous suivent ce matin vont certainement s'intéresser. En tout cas, si vous êtes intéressés, on rappelle en tout cas les 2 dates pour ces conférences ô combien intéressantes par rapport à l'histoire ancienne donc, des populations en Algérie. Donc il s'agit en l'occurrence de la conférence du docteur Djilali Hadjous qu'on a présentée ce matin. Rappelons qu'il est diplômé du Musée national d'histoire naturelle et des universités de Paris 6, donc doctorant en 1985 en paléontologie des vertèbres et de Perpignan HDR en 2003. Paléontologie et paléopathologie. Donc, le professeur Hadjous est aujourd'hui directeur de recherche, également professeur associé aux universités. Il sera présent donc, pour les passionnés d'archéologie ce mardi 4 juin à 10h30 au niveau du Musée national du Bardo. Également, donc, le mercredi 5 juin 2024 à 10h30 au niveau de l'université Alger 2, c'est-à-dire à Bouzaria. Donc dans l'amphithéâtre Moufdi Zakaria à partir de 10h30. Donc merci infiniment. Merci. J'ai été ravie de vous recevoir. Dernier mot à notre et professeur. voilà, et ça m'a replongé dans ma propre passion. J'adore tout ce qui relève de l'archéologie et tout. Alors j'essaye de suivre un petit peu comme je peux. En tout cas, voilà. Merci professeur Idi Ramara. Je rappelle que vous êtes préhistorien au niveau de l'université d'Alger. Et puis merci au professeur Djilali Hadjous de nous avoir permis de découvrir on dirait un tout petit brin de votre passion. Merci infiniment. Donc, bon vent pour ces belles rencontres.